jouer aux côtés de Falcao. Et tu veux faire quoi? Il marque à tous les matchs, le petit. Les mauvaises langues disent qu'il y a plus de supporters de Monaco à l'extérieur qu'à domicile. C'est Mbappé qui m'a mis sur le banc, quoi. T'as parlé directement avec un mec comme Mohamed Eni? Je l'en veux pas. Il a été marrant sur certains trucs. Certaines fois, c'était assez lourd. C'est qui ce mec, en fait, tu sais? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Très heureux de vous retrouver, continuez à vous abonner. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager ce moment en compagnie de... Valère Germain, bonjour Smaïl, fraîchement retraité, de retour en France après 2 ans et demi à l'étranger. On va en discuter. Voilà, très heureux d'être ici avec toi. Fraîchement retraité. C'est drôle, je vais te demander comment tu vas et comment tu vis cette période-là, parce que quand on parle aux joueurs, souvent, ils nous disent c'est une petite mort, on sait plus trop quoi faire, on est un petit peu perdu. Comment tu le vis, toi? T'es en plein dedans. Je suis très heureux. Honnêtement, j'ai beaucoup entendu d'anciens joueurs dire que ça allait être difficile l'après-carrière. Je suis très tranquille avec ma décision. Ça a été mûrement réfléchi avec mon épouse aussi. On est très contents. Dans tes choix de club, comment tu décidais? Alors peut-être que pour Monaco, c'était quelque chose Oui. de naturel, mais comment t'as décidé d'aller à Marseille? C'est pas n'importe quoi d'aller à Marseille, de choisir Montpellier plutôt qu'autre chose quand t'es en fin de contrat, et puis d'aller ensuite au Japon, en Australie, sur les dernières années de ta carrière. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel ou tel club? Par exemple, pour Nice, c'est parce que, déjà, j'ai eu une réunion avec Claude Puel qui m'a de suite plu et je me suis dit, je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Qu'est-ce qui te dit, qui te plaît? Rien, enfin pas quelque chose en particulier, mais qui veut mettre vraiment un projet de jeu, que Hatem Ben Arfa va être aussi dans l'effectif, qu'il n'y a pas un effectif avec de grands noms, mais qui veut vraiment jouer au football et c'est ce qui correspondait, je pense, à mes qualités, et ça s'est vérifié par la suite parce qu'on fait une saison avec Nice qui est exceptionnelle. Oui, on avait une équipe magnifique et à toute proportion gardée, on nous appelait le petit Barça à l'époque parce qu'on avait 3 petits milieux de terrain. Michael Seri, Vincent Cosiello et Papi Mendy. Et on avait fait une superbe saison, l'une des meilleures du club. Mais j'avais fait ce choix aussi. C'était un choix fait aussi pour moi, mais aussi pour mon épouse, parce qu'elle était à la faculté de droit de Nice. Et ça nous permettait de garder notre quotidien, de garder mon appartement à Cap d'Aille. On vivait toujours à Cap d'Aille, à côté de Monaco. Elle continuait d'aller à la fac de Nice. J'avais juste à changer de maillot, donc ça a été une décision un peu dans la facilité, même si ça a été un peu difficile, parce que tu pars de Monaco pour aller chez le voisin, quoi. Donc, Mais c'est drôle de voir, c'est au final tellement simple, clair et logique. T'es pas tout seul. bien sûr. Et à ton épouse se dire, bah voilà, c'est pas non plus terrible. Tu vas toujours dans un club pro. Bien tu sûr, joues non, toujours au clairement. football. Puis moi, pour l'adaptation, j'arrivais, je changeais pas d'appartement, tu changes pas de région, tu gardes tes amis, ta famille à côté. Il y a juste changé de club, et pour les supporters monégasques, pour certains, ça a été compliqué à comprendre forcément, parce que tu vas chez le voisin, c'est le derby, il y a une certaine rivalité entre les deux clubs. Mais au final, je fais ma belle saison, je reviens plus fort l'année d'après à Monaco, et on fait une saison exceptionnelle avec le club. Donc au final, ça s'est bien fini. Quand t'es à Nice, comment t'accueillent et te reçoivent les supporters niçois? Tu disais que les monégasques Ouais, t'en voulaient un petit peu, et les niçois? très bien. En tout cas, mes premiers pas se sont très bien passés aussi, parce que je fais dans les matchs amicaux, ça se passe bien, je marque quelques buts. Et le premier match de la saison, c'est Nice-Monaco. Et au bout de 5-6 minutes, je crois que je marque. Je célèbre pas par respect pour le fait ça? club, les dirigeants. Je sais plus. J'ai commencé à célébrer, je me suis vite calmé, tu sais. Mais je marque d'entrée. Non, ils ont vu que d'entrée, j'allais me donner à 100% pour le club, pour mes partenaires, pour les supporters, pour tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu portes un maillot, même si c'est le maillot du voisin, tu donnes à 100%. Et j'avais envie aussi de briller personnellement pour revenir encore plus fort à Monaco. Et tu reviens à Monaco. Et je reviens à Monaco et on fait une année incroyable, exceptionnelle. Je sais pas dire, c'est le bon mot, vous touchez pas terre, vous êtes fort, fort en France, vous êtes fort en Europe, vous êtes fort. Ça s'est construit progressivement, bien qu'on a senti beaucoup de confiance d'entrée dès la préparation.
Mais à la trêve hivernale, on n'est que 3e au final, parce que je crois que c'est Nice qui est champion d'automne et Paris derrière. Et à partir de janvier, j'aime le rappeler, mais on fait 19 matchs retour parce qu'il y avait 20 équipes. On gagne 17 matchs et on fait 2 matchs nuls. Donc on gagnait tous les week-ends. On va en finale de Coupe de la Ligue, on fait demi-finale de Coupe de France et demi-finale de Ligue des Champions. Donc un parcours quasiment complet dans toutes les compétitions. On est champion, heureusement, on est champion à la fin de Ligue 1 parce qu'on gagne rien à côté, bien qu'on fait quand même demi-finale de Ligue des Champions pour Monaco, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais sur cette année-là, tout le monde était à 100% de ses capacités. Tout le monde, à ce moment-là, fait sa meilleure saison de sa carrière. Peut-être Falcao avait fait mieux à l'Atlético Madrid, notamment avant. Il avait des standards très hauts, en fait. Oui, il avait des standards très hauts, mais il fait quand même une saison exceptionnelle avec nous à Monaco. Mais tout le monde, à ce moment-là, toutes les planètes étaient alignées. Et, bon, le coach était un meneur d'hommes, un très bon manager aussi, mais pour lui, c'était du pain béni, quoi. C'était jouer, quoi. Voilà. Puis on avait 11 joueurs qui étaient très forts, mais on avait 4, 5, 6 joueurs sur le banc qui rentraient, faisaient la différence à chaque fois aussi. Donc, non, c'était incroyable. Jouer aux côtés de Falcao, par exemple, pour un attaquant, ouais. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter à toi de partager, parce que c'est ton poste, parce que c'est ta zone à toi, des moments comme ça avec un joueur comme Falcao? Tu apprends au quotidien, déjà dans le vestiaire, de l'homme qu'il est, du joueur qu'il est, la préparation, les soins, tout ce qu'il fait. Et puis à l'entraînement, c'est tous les petits détails qu'il travaille, la finition, l'intelligence de jeu qu'il avait. Et j'ai eu la chance pendant 75% de la saison, d'être associé à lui devant. On formait une belle doublette. Avant qu'à la fin, à partir de mars, Kylian arrive et vienne changer un peu la donne. Mais bon, il était tellement sur une autre planète lui aussi que c'était normal. Mais non, j'ai un très bon souvenir de Falcao, du joueur qu'il était, parce qu'il a montré à Monaco avant et après qu'il a été un top joueur de ce sport, mais aussi de l'homme qu'il était, le leader qu'il était dans le vestiaire, et de la rigueur qu'il a amené dans le vestiaire. Il échangeait avec toi? Tu lui demandais des conseils, où il venait? Comment ça se passe? Oui, alors il échangeait, il était toujours là à donner des conseils pour que les plus jeunes apprennent, mais c'était toujours bienveillant. C'était pas de là à dire moi je suis Falcao, j'ai joué machin et j'arrive, écoutez-moi, suivez-moi, quoi. Il était toujours à l'écoute parce qu'il était capitaine, j'étais le vice-capitaine, on avait un groupe de capitaines, et il est arrivé vraiment bienveillant et pas avec une tête comme ça en se disant regardez ce que j'ai fait avant et je suis Falcao, quoi. C'est exceptionnel de vivre ça dans son club, chez soi, tu vois, où t'as grandi. C'est même pas où t'as été formé, c'est où t'as grandi. J'imagine le plaisir. Alors les titres arrivent évidemment, mais d'être vice-capitaine, d'être un joueur important, d'être un joueur majeur. Dans cette saison-là, t'es un joueur majeur de l'AS Monaco. Dans la dernière plus grande et plus belle saison de l'AS Monaco, il y en a eu d'autres avant, des très belles, mais dans la dernière plus grande équipe de l'AS Monaco, vivre ça, quand tu es au centre de formation à 15 ans, quand tu pars en prêt à Nice, tu te dis peut-être pas que tu vas vivre ça après, quoi. Je peux pas rêver mieux. Je me rappelle quand on avait 15 ans, on était ramasseur de balles pour l'équipe première quand il y avait les matchs le week-end, et de vivre ça une dizaine d'années après, forcément, tu es forcément fier du parcours réalisé. Mais oui, surtout que moi j'ai tout connu avec le club. J'ai mis un peu de temps à sortir. Je suis pas sorti à 17-18 ans, mais j'ai fait mon premier match pro à 21 ans. J'ai pris mon mal en patience. J'ai eu quand j'étais en équipe seconde à Monaco en CFA, j'ai eu des propositions pour aller en national en prêt, mais je le sentais pas, tu vois. Donc je me suis dit non, je vais rester et puis ça va venir. Finalement, ça a payé. Bon, quand je fais mes premiers matchs, ça coïncide avec la descente du club en Ligue 2. Donc un coup dur d'entrée. Mais on va en Ligue 2 et on fait 6 mois, les premiers 6 mois en Ligue 2. Bon, moi je joue, je suis assez performant, par contre. Pardon, mais on est dernier de Ligue 2. On a la chance que le propriétaire russe arrive en janvier, rachète le club et ramène pas mal de joueurs. Et l'année d'après, on fait une superbe saison et on remonte en étant champion de Ligue 2. Donc je connais aussi le titre de Ligue 2. La première année magnifique avec Ranieri, on finit second de Ligue 1.
la première épopée en Ligue des Champions, bien qu'avec Jardim, je joue pas trop. C'est pour ça que l'année d'après, je décide de partir en Nice après. Et après, champion de Ligue 1. Donc, je connais vraiment du pire au meilleur de ce qui pouvait arriver dans un club, à Monaco en tout cas. Quand tu vois d'autres joueurs de ton âge sortir, commencer à jouer chez les pros, 21 ans, alors là, pour le coup, aujourd'hui, c'est tard d'avoir. Tu vois, non, je là, ne sais pas si on prend le temps aujourd'hui de laisser un jeune encore en équipe, à la formation, aller jusqu'à 21 ans. Je ne sais même pas si c'est encore sans possible jouer aujourd'hui. encore chez les pros, exactement. J'ai fait, moi, avant de faire mon premier match, ma première rentrée en Ligue 1, j'ai fait, donc c'était à l'époque, c'était la CFA. Aujourd'hui, il y a un peu des groupes élites, National c'est un peu 2, différent. il y a Voilà, les- National 2, voilà. le championnat des réserves, Voilà, les compétitions, exactement, les voilà. matchs entre les Donc réserves. nous, c'était National 2 et j'ai fait... Tu joues pas que contre des clubs pros. Hein. Ah Tu non, vas non, jouer non, à non, non, Grasse, non, tu vas à Grasse, jouer. à Toulon, où c'était des matchs un peu chauds. machin, C'est mais pour ça. ça permettait d'apprendre un peu le vice. Tu joues contre des adultes, contre des mecs de 30 ans. Quand tu vas jouer en Corse et tout, c'est des matchs un peu chauds, un peu tendus. Mais j'ai fait 90 matchs en National 2 avant d'arriver en t'en pro. as autant que ça. J'ai fait quasiment 3 saisons avec l'équipe Tu réserve. te décourages pas? Non, parce que j'ai toujours été bon dans mes catégories sans être le meilleur. Je sais que j'ai des qualités, je sais que ça va prendre du temps, mais je me décourage pas. Donc là, quand je fais mon premier match, c'est en avril ou mai de la saison 2010-2011. Donc en juillet 2010, le début de saison, je fais la préparation avec l'équipe première. Et à la fin de la préparation, le coach, qui était Bernard Lacombe, fait un choix et prend que quelques jeunes. Et je suis pas dans les quelques jeunes, donc je retourne en CFA. Je fais ma saison et je fais une belle saison en CFA. Et finalement, c'est Laurent Banide qui a repris l'équipe en cours de saison, qui m'appelle et qui me lance sur mes premiers matchs. Et au final, on descend. Ce qui a été pas bien pour le club, quoiqu'au final, je pense que ça a été même une chance pour le club de redescendre à un niveau inférieur pour repartir sur de bonnes bases. Et ça a été, nous, la chance pour nous, les jeunes, de se dire, il va y avoir pas mal de départs et ça va être nous de prendre le relais. Donc, j'ai essayé de le prendre, je l'ai bien pris. Et du coup, je me suis accroché au bon wagon et c'est comme ça, c'est parti comme ça. On fait une pause dans cet épisode de Campo pour évoquer avec vous notre partenaire. Parce que oui, sur Campo, on te parle souvent de Sorare, le jeu fantasy football où tu collectionnes les cartes de tes joueurs préférés. Mbappé, Yamal, Bellingham. Plus les joueurs font de grosses perfs sur le terrain, plus leurs notes explosent dans le jeu. Et tu débloques des récompenses incroyables, comme du cash, des maillots dédicacés et des tickets VIP. Mais ça, vu que tu suis tous nos épisodes, tu le savais déjà. Là, on veut te parler du nouveau mode, le Sorare 7. Et t'es vraiment pas prêt. En fait, on te donne toutes les clés pour démarrer sur Sorare. T'auras plus d'excuses. Chaque jour, oui, chaque jour, un pack de cartes gratuit. Tu choisis des joueurs de Ligue 1, la Liga ou Première Ligue. Si tes joueurs performent en vrai dans le week-end, tu upgrades de niveau. Et dès que tu arrives au niveau 6, bim, 1000 € pour toi et ça recommence. Pas mal, hein? En plus, la nouveauté, c'est le Stellar 7. Nouvelle carte, nouvelle rareté, nouveau design inédit, des cartes full art avec des illustrations premium absolument dingues, et surtout, plus de cartes donc, plus de chances de gagner. T'as maintenant toutes les cartes en main pour te lancer et tenter de gagner tes premières récompenses. L'AS Monaco, c'est un club à part. Pour toi, mais même dans le foot français, un club historique. Comment tu le qualifierais, comment tu le placerais, toi, ce club de l'AS Monaco? Je pense que c'est un club qui est apprécié de tous. Mis à part Nice où il y a cette rivalité, parce que ça a 20 minutes, le club l'un et l'autre, il y a ce côté derby qu'on aime retrouver et qui est important aussi pour les spectateurs, les téléspectateurs et les supporters. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un club historique et ça s'est vérifié quand la belle saison qu'on fait, à chaque fois qu'on allait à l'extérieur. On était aussi très performants et c'était spectaculaire ce qu'on faisait sur le terrain. Mais les supporters adverses nous applaudissaient et je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de supporters, pas que monégasques, notre belle saison et notre belle épopée en Coupe d'Europe. Les mauvaises langues disent qu'il y a plus de supporters de Monaco à l'extérieur qu'à domicile, aussi. Le parquage extérieur est très souvent plein à l'extérieur, c'est vrai, tu as raison. À domicile, quoique sur cette année-là, on a eu de la chance parce que forcément, les résultats appelaient Ça les attire supporters. du monde quand même. Ça attire du monde, forcément.
Mais après, Monaco, c'est petit. Il y a Nice à côté, où il y a beaucoup de supporters niçois qui sont aussi dans les villes autour de Monaco. Donc, ça se vérifie aussi avec Marseille. Hein. Quand tu regardes Marseille qui se déplace dans n'importe quel stade de Ligue 1, Tu fais le match stade, Montpellier-Marseille, première journée de championnat 2021-2022, je crois, avec la bouteille sur Rongier. Montpellier mène 2-0. C'est ta première saison, je crois. Non, Non. parce que oui, c'est ma première saison, sauf que moi j'arrive. T'arrives après. J'arrive fin août. D'accord, t'es pas encore Non. arrivé. Montpellier, Marseille, il y a Ouais. 1h30 entre les deux villes. Beaucoup de supporters Ouais. marseillais à Montpellier. 2-0 pour Montpellier, très vite dans le match. 2-1, commence à s'agiter un peu ouais. dans la tribune. 2-2, Ah ouais, là tu sens. 3-2, et là, que des mecs qui enlèvent la veste, qui ouvrent, et que des supporters de ce genre l'OM. de sentiment, je l'ai senti. On avait fait un match à Lille. Je crois que c'était juste avant le Covid. Et on perd 1-0. Pendant 1 heure, on n'est vraiment pas bon avec Marseille. Là, t'es avec l'OM. Avec l'OM à Ouais. Lille. On n'est pas bon, machin et tout. Les supporters marseillais, on sent le parquage fait du bruit, mais on sent que voilà, tout le monde est un peu déçu de la situation. On ne sait pas comment. Je marque un but sur corner, on marque un deuxième but. Et là, tu sens que déjà le parquage explose, tu sens que la moitié du stade, je sais pas pourquoi, la moitié du stade d'un coup, comme tu dis, t'as la moitié du stade qui saute, alors que t'es à Lille quand même, tu vois. Et ça reste un souvenir. Tu te dis, ah oui, je pense qu'à Marseille que tu peux vivre ce genre de retournement, d'émotion. Donc, c'est exactement ce que tu as dit avec. Il y avait les retournements de veste, il y a l'ouverture de la veste, maintenant. C'est Mais ça. qu'est-ce que ça doit être kiffant pour un joueur, là, pour un joueur de l'OM, de vivre un truc. Quand tu sais que partout où tu vas aller, Ah oui, oui. t'as des supporters. Alors, Ouais. oui, quand c'est dur, Quand c'est dur, mais quand ça va mais bien. de vivre même, ça. On allait à Troyes, par exemple. À Troyes, il y avait les 3/4 du stade qui étaient pour l'OM. Et quand on marquait, tu te disais, mais on est au Vélodrome ou tu vois, c'est pas possible, quoi. Donc, mais c'est tellement suivi, tellement populaire. Alors peut-être que. Enfin, Marseille restera toujours populaire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la nouvelle génération s'identifie plus à Paris parce que c'est l'équipe qui gagne aujourd'hui, c'est l'équipe qui fait rêver les jeunes, où il y a le plus de grands noms. Mais aujourd'hui, oui, Marseille, ça reste. Ça fait rêver quand même, quoi qu'il arrive. Je reviens à cette équipe de Monaco quand vous êtes champion, quand vous faites cette saison incroyable en Champions. T'as parlé tout à l'heure de l'arrivée d'un joueur différent des autres, hein, Kylian Mbappé. Avant les matchs, de le découvrir, toi tu le découvres à l'entraînement. Oui. Mais tu le connais peut-être déjà avant au centre de formation. En plus, en tant qu'ancien, Ouais. peut-être que tu as un œil. On connaît les joueurs du centre de formation. Il y en a un qui est fort, un petit, Ouais. un 99, un 98. Vous parlez en date de naissance, en année de C'est naissance. Mais voilà, t'en avais déjà entendu parler, toi, avant qu'ils viennent s'entraîner avec vous? J'en avais déjà Tu l'avais entendu déjà vu parler avant donc la saison avec Ranieri où on fait notre première épopée en Ligue des Champions où voilà. Mais après moi l'année où il commence à s'entraîner à jouer avec les pros, je suis à Nice à côté et du coup je suivais forcément les matchs du club encore et notamment ils étaient en Europa League et je crois que Kylian aussi avait commencé en Europa League. Donc je regardais les matchs et bien sûr que déjà c'était impressionnant et quand je reviens, j'ai mis un peu de temps à faire sa connaissance parce que quand j'arrive on fait notre préparation, lui à ce moment-là il fait Il n'y a pas le championnat c'est du monde du championnat vin d'Europe ou Ils du sont monde pas du champions du monde du vin ou avec je sais- voilà, exactement. la génération Je sais plus Ludo si c'est Blas U20 ou je Ouais. sais plus exactement quelle catégorie, mais il n'est pas avec nous pendant la préparation et il revient pour le premier match de championnat. Moi, je suis suspendu. Falcao est blessé, donc lui, il est aligné. Mais au bout de 20 minutes, il se prend un coup sur la tête et commotion cérébrale. Et comme il avait moins de 18 ans, je crois il a un protocole de 2 mois à respecter. Donc pendant 2 mois, il est éloigné des terrains. Donc ça prend encore un peu plus de temps pour le voir à l'entraînement. Et à partir du moment où il revient, tu vois de suite qu'il y a quelque chose de différent chez ce jeune joueur qui est jeune mais en même temps très sûr, très serein et t'as l'impression qu'il a déjà quelques années de carrière. Il a Voilà. le torse bombé. Ouais, mais il était Oui, il était mais plus il a fin le à torse- l'époque, mais mais en tout oui, cas, il bombe le torse. il est facile, il arrive, il est toujours sourire, tout paraît facile, tout sur se le cache terrain pas. et en dehors il se cache pas et donc il met un peu de temps. Donc il est d'abord sur le banc, on va dire 3e attaquant parce que le coach Jardim faisait vraiment confiance à sa doublette Falcao et moi et en même temps ça se passait très bien pour tous les deux donc il n'avait pas à changer.
Et en fait, il rentrait en cours de match, sur les matchs de coupe, il jouait titulaire, et à un moment donné, il poussait. Et à partir de mi-février, ce match À quand ? à Manchester City. Ah oui, ouais. C'est là vraiment, c'est la première fois que le coach sur un match fait le choix de le mettre à ma place. Voilà. Ouais. Et C'est le match avec le piqué de Falcao exactement. sur le Voilà, gardien on argentin. perd, Là. 5-3 là-bas. Un match de fou. Match de fou, voilà. Et donc là, match de fou, il joue donc première fois vraiment titulaire en Ligue des Champions. En plus, il marque le premier ou deuxième but lors de ce match. Moi, j'ai la chance que Falcao se blesse après ce match pendant un mois, donc je continue à jouer du coup avec Mbappé. Et à partir de mi-mars, fin mars, quand Falcao revient, je m'assois sur le banc et je prends le rôle de doublure, quoi. Comment on le vit, ça ? Sur le moment, t'es un peu piqué forcément parce que tu te dis que tu fais toute la saison et quand va arriver les beaux matchs, les matchs en jeu ou les matchs du titre, ben tu vas être sur le banc. Donc t'es un peu énervé sur le coup, un peu déçu forcément. Tu parles au coach ? T'es vice-capitaine, hein ? Ouais, T'as un je sais statut, plus t'as si un je rôle. parle au coach. En même temps, qu'est-ce que tu vas aller dire au coach ? Pourquoi je joue pas ? Mais Mbappé, tout jeune qu'il est, il est marqué à tous les matchs en Ligue des Champions, en championnat. En 8e, il marque à l'aller au retour contre City. Quart de finale, il marque à l'aller au retour contre Dortmund. Il marque qu'au retour Contre la Juve. contre la en Juve. demi. Et je vais aller toquer à Jardim, je vais lui dire je joue pas, il va me dire mais tu veux faire quoi ? Il marque à tous les matchs, le petit, c'est compliqué, tu vois. Donc j'avais un peu de frustration, mais là, quelques années plus tard et encore aujourd'hui, il avait eu tout à fait raison, le coach. Il aurait été fou de pas le mettre si on était passé à côté du titre ou de quelque chose. C'est tombé sur toi. Ouais, voilà, c'est tombé sur moi, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Il est arrivé, il était phénoménal et le coach, tout le monde l'aurait mis, quoi. Ludovic Giuly explique la même chose avec Je me Lionel rappelle Messi. de cette anecdote parce que Ludo, quand il arrive en Ligue 2, donc j'ai eu la chance de jouer avec Ludo en Ligue 2. Et j'ai toujours eu ça aussi dans un coin de ma tête où il m'explique exactement la même chose. Un jour, quand on parle de son passage au Barça, il m'explique la même chose avec Messi, qu'il y a un jeune qui arrive petit à petit, sauf que le club il est obligé de le mettre parce qu'il est tellement performant, le petit, que lui, Ludo, il se décale de plus en plus sur le banc et à un moment donné, il décide de partir. Mais quand tu as un jeune comme ça exceptionnel, ça se vérifie. Hein. Messi a fait la carrière qu'il a fait, Mbappé est en train de faire un pareil. Donc, Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte et au contraire, c'est même presque une fierté de se dire que c'est Mbappé qui m'a mis sur le banc, quoi. Et des fois, les joueurs, vous n'êtes pas toujours lucides. Toi, tu as cette lucidité. Je vais jusqu'au bout. Hein. Ouais. Mais il y a combien de joueurs qui auraient dit ouais, ils marquent, mais moi aussi, je les aurais marqués, les buts. Non. Tu vois ? Honnêtement, je pense qu'en Ligue des Champions, on n'aurait pas fait le parcours qu'on a fait s'il n'avait pas été là. Parce qu'en quart de finale, je crois qu'il met 2 buts à Dortmund, il marque même contre City et tout. Donc, j'étais performant à ce moment-là, mais ce qu'il fait en Ligue des Champions, c'est très fort. Je pense qu'en championnat, on aurait quand même été champion parce qu'on était vraiment ultra performant, on dominait vraiment tous les matchs et on gagnait les matchs assez largement. Donc on aurait quand même eu ce titre, mais en Ligue des Champions, je pense pas qu'on aurait fait si beau parcours s'il n'avait pas été présent avec nous. On parle beaucoup de Falcao, de Kylian Mbappé, mais les joueurs que vous avez à ce moment-là, je pense pour un attaquant comme toi, avoir Bernardo Silva, Thomas Lemar à gauche, Bernardo Silva à droite, Nabil Dirar aussi, qui n'est pas forcément dans le 11. Donc on oublie un peu forcément les joueurs qui sont pas assez souvent. On dit Monaco 2016-2017, on met que 11 joueurs, donc on voit pas. Mais Nabil Dirar qui était ultra performant aussi. Et puis on avait 2 milieux de terrain exceptionnels avec Fabinho et Tchemoué Bakayoko. Tu te dis quoi là ? T'es intouchable. C'est le moment où tu t'es senti le mieux dans ta carrière ? Ouais, j'ai pas dit le plus fort, mais le mieux dans ta carrière ? L'année à Nice et la saison à Monaco, ces 2 années-là. Parce qu'à Nice, j'oublie pas la saison à Nice aussi, parce qu'on jouait vraiment un football qui me correspondait, je trouve. C'était magnifique. Ouais, c'était incroyable. Parce que même avec Nice, on mettait des scores, on a mis des scores, on a gagné 4-0 à Rennes, 4-1 à Saint-Etienne. Et puis on joue au ballon, quoi. Avec nos 3 petits milieux de terrain, là, vraiment comme... je sais pas si beaucoup se rappellent de notre saison-là, mais c'était un peu comme le Barça jouait à l'époque, quoi. On redoublait les passes. Ça jouait bien. Et puis on avait notre phénomène qui était Athème cette saison-là. Et on était des joueurs, mis à part Athème qui avait fait, et Mathieu Bonnemer qui avait déjà brillé auparavant, on n'était que des jeunes joueurs ou des joueurs qui voulaient prendre un peu de revanche, qui voulaient se montrer.
Et on a fait une saison, pareil, une des meilleures saisons du club. Donc, entre Nice et Monaco l'année d'après, c'est là où je me sens le mieux et je pense aussi le plus performant. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti moins bien dans ta carrière? Euh, la fin de l'OM, je vais dire, et un peu de Montpellier aussi. La fin de l'OM, parce que les 2 dernières saisons, je joue même plus. C'est Villas-Boas qui est le coach. Et il recrute Dario Benedetto. C'est son choix à lui et il me le dit clairement. Il était vraiment très transparent. Et Il te le dit avant de le recruter? Ou quand il arrive? Quand il arrive, ouais, il a vraiment été transparent et j'ai Il arrive de apprécié, Boca Juniors, ouais, c'est j'ai un apprécié attaquant argentin. son honnêteté, pardon. Et c'est pour ça que je préfère quelqu'un qui vienne et qui soit très clair avec toi. Et pour ça, Villas-Boas, c'était vraiment quelqu'un vraiment un top monsieur. Et c'est pour ça que je joue même plus attaquant, je joue milieu droit, milieu gauche. Mais le coach était plutôt content de ce que je donnais à ce moment-là. Il y a Florian Thauvin qui avait subi une grave blessure, donc il y avait un poste vacant à droite. Et du coup, il me met à cette place-là. Parce qu'il me dit, voilà, il y a Dario qui est numéro 1. Donc, s'il y a des moments où il est un peu moins bien, je vais toujours pousser avec lui parce que c'est mon choix et je veux le mettre en confiance. Et je pense que c'est bien pour un attaquant de ressentir cette confiance de la part d'un coach. Et je pense qu'il avait raison à ce moment-là. Et voilà, mais forcément, mes stats s'en ressentent parce que je suis plus attaquant. Donc, je suis milieu droit, milieu gauche. Un poste que je découvre aussi. Donc, je suis parfois bon, parfois moins bon. Mais quand tu regardes mes stats sur les 2 premières saisons, je mets 26-27 buts à l'OM, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal, c'est correct. Et les 2 dernières saisons, je mets que 5-6 buts, je crois. Donc c'est pas bien pour un attaquant, mais au final, les gens disent, bah non, j'ai un attaquant, mais en fait, j'ai joué milieu droit, milieu gauche. Donc tu vois, c'est complètement différent. Mais j'ai quand même pris du plaisir. Bon, tous les jours, je prenais du plaisir dans le vestiaire et tout. C'était un bon vestiaire de bons vivants. Et à Montpellier, c'était alors difficile parce que j'aurais aimé faire mieux. Voilà. J'ai beaucoup apprécié mon passage au club, les gens du club, mes coéquipiers, mais j'aurais aimé faire mieux pour ce club et pour le président. Quand on entend les numéros 9, les attaquants, je suis obsédé par le but. Si on a gagné 4-0, mais j'ai pas marqué, je fais la tête. Est-ce que ça t'a pas manqué justement pour basculer? Est-ce que t'as pas été trop gentil par moment? Peut-être, Tu vois, sûrement. Après, est-ce que si j'avais pensé comme ça, j'aurais fait la carrière que j'ai faite? Je sais pas. En fait, c'est difficile de trouver une vérité là-dedans. Mais oui, c'est sûr que notamment à Marseille, où le poste d'attaquant est primordial et il cherche vraiment le grand attaquant. le grand attaquant devant. Mais c'est pareil, le grand attaquant, moi j'arrive à Marseille où j'arrive pour être associé avec Bafé Gomis. Et le jour où je vais signer à l'OM, je le vois sortir je l'ai croisé il y a 2 mois, Bafé, on en a discuté. Le jour où je vais signer, lui sort du bureau du président. On se croise dans l'escalier. Et lui venait en gros de se mettre d'accord pour quitter le club. Donc en fait, j'arrive et lui part. Et je pense que ça aurait pu marcher avec Bafé comme ça avait marché avec Falcao, parce qu'on avait des jeux qui étaient assez complémentaires. Et au final, le club met un peu de temps à recruter un vrai numéro 9, parce que c'est pas forcément mon poste. Ils prennent Mitroglou, qui fait des bonnes choses, qui fait des moins bonnes choses. Et au final, je suis pas associé avec un attaquant. Je prends un peu ce rôle de grand attaquant qui me va sur certains matchs, mais à la longue, c'est pas le rôle pour lequel j'avais été recruté. Donc j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus, mais il y a aussi ce petit truc j'aurais pu évoluer avec quelqu'un. Voilà. Comment tu dis oui à l'OM? Tu dis oui tout de suite? Si tu veux, moi, au début, quand on fait l'année exceptionnelle avec Monaco, bien sûr que mon souhait, c'est de rester dans mon club de cœur, Monaco, de continuer l'aventure. Sauf qu'il me reste 1 an de contrat à la fin de cette année-là. Et plusieurs fois dans la saison, on demande de prolonger parce que j'avais envie vraiment de m'inscrire dans la durée avec le club. Et on voyait que ça tardait, qu'ils prenaient leur temps, et à la fin, ils me proposent qu'1 an supplémentaire. Donc ça me fait que 2 ans de contrat, bon, ce qui est bien quand même, mais je me dis, je suis vice-capitaine, on vient de faire une saison exceptionnelle. Je demande pas le salaire de Falcao, bien sûr, hein, mais au moins dans la durée, avoir un truc dans la durée plus important. Et je finis la saison où je suis remplaçant aussi, donc le club sûrement se dit, on va repartir nous avec Falcao et Mbappé. Mbappé, on veut le garder à tout prix, parce que c'était le discours qui était à l'époque. Donc moi, je me dis, je vais me retrouver sur le banc alors qu'on vient de faire une saison exceptionnelle. Ça va être un peu compliqué de redescendre un peu de statut. Et Marseille me contacte et ils me font comprendre que Qui t'appelle?
Ou qui appelle ton agent? Rudy Garcia. C'est le coach. Oui. T'as une discussion avec lui? Oui, j'ai une discussion avec lui. Je me Alors rappelle, pareil, j'étais au pareil qu'avec Mexique. Puel. Voilà, Voilà, j'étais au Mexique. Qu'est-ce que dit un coach quand il veut recruter un joueur? Qui me veut, qu'on va avoir une belle équipe, que l'idée c'est de mettre Flo Thauvin, Payet, Gomis et moi devant. Donc sur le papier, ça envoie quoi. Ouais. Et puis Marseille, j'avais toujours eu quand même une histoire particulière avec Marseille. Je suis né à Marseille, mon papa a joué à l'OM. Jeune, j'ai été supporter de Marseille. Ça s'atténue avec le temps quand tu signes à Monaco, parce que forcément, même quand tu es en jeune, tu joues contre eux et tout, donc forcément, ça s'atténue. Mais j'avais ce truc, voilà, d'aller jouer dans un même club où mon père avait joué quelques années auparavant. Il te dit quoi, ton père? Il me dit vas-y fonce, hein, si t'as envie d'y aller, vas-y. Et ça se fait assez vite, hein, parce que je crois que mi-juin, ça se fait pas en juillet-août, hein, mi-juin on est d'accord. Donc je sais que je rejoins Marseille mi-juin. Et pour la petite histoire, Mbappé part fin août à Paris pour une somme astronomique, mais si Mbappé était parti plus tôt, peut-être que Monaco se serait dit attends, on a Falcao et Valère, ça a très bien marché, on va allonger la durée du contrat, peut-être que je reste, peut-être que au final c'est une fin de carrière différente, donc voilà comment ça s'est joué en tout cas sur ce mercato. Et je pars sur une bonne note de Monaco, et je suis quand même très content d'aller à Marseille, qui représente un club le plus populaire, le plus suivi de France. Mais tu sens vraiment quand tu signes à Marseille que tu passes dans une autre dimension au niveau de la popularité en tout cas. Là, ouais, on parlait tout à l'heure de Monaco, où c'est un petit peu plus tranquille. Là, t'arrives dans un volcan, c'est au quotidien. Avec tout le monde, au club, à l'extérieur du club, moi qui avais avec la presse. De Monaco, tu vas pas boire ton café à Cap d'Aille, pas de la même manière en tout cas. Oui, pas de la même manière, voilà. Bon après, tu peux te balader, il y a pas de problème. Quand ça gagne, c'est encore plus facile, forcément. Mais j'ai connu les extrêmes. On va dire Monaco, tu as quand même cette tranquillité de pouvoir te balader, sortir avec ta famille, même un soir de match où l'équipe a été un peu moins performante. Et Marseille, où c'est dans les extrêmes. Quand tu gagnes, c'est là-haut. Quand tu perds, c'est tout en bas. Et voilà, pour moi, ça a été pas un choc, mais ça a été vraiment, là, tu changes de. C'est quoi le premier épisode qui te dit c'est un autre monde? Alors, pas forcément un épisode sur le terrain, mais rien que sur les réseaux sociaux. Tu prends des milliers de followers. Au moment où on annonce la signature, je suis passé de peut-être 50, 60 000 à 180 000 abonnés. Parce que Marseille, c'est Marseille, quoi. C'est suivi en France, c'est suivi beaucoup en Afrique, c'est suivi en Europe, de partout. Marseille, c'est un club historique, et c'est le club, encore bien que Paris aujourd'hui est quand même très populaire, mais c'est le club qui est sans doute historiquement le plus populaire de France. Ouais, donc au quotidien. Au quotidien, oui. T'as changé de ta façon de faire, ta façon d'être ou pas? Non. Est-ce que t'as fait attention? J'ai toujours été le même. Alors peut-être que ça m'a un peu desservi sur le long terme. Mais j'ai toujours été tranquille. Alors peut-être qu'à Marseille, il faut plus montrer les muscles, peut-être. Mais j'ai toujours été dans mon quotidien une personne que je juge normale. Et c'est peut-être qui m'a fait un peu défaut sur mon aventure à Marseille. Ouais. Tu t'en es rendu compte tout de suite, ou c'est a posteriori que tu as eu cette analyse-là? Après, oui, j'aurais dû des fois faire un peu plus de bruit, faire plus de célébrations individuelles, penser un peu plus individuel, mais c'est pas moi, donc j'aurais pas pu faire différent, quoi. Je voulais pas jouer un rôle ou en faire davantage pour prouver à qui que ce soit que j'avais ma place dans l'effectif. T'as parlé des réseaux, ça a été dur pendant un moment, ce qui a pu se passer sur les c'est pareil, réseaux, c'est Marseille, c'est quand ça gagne, même sur les réseaux, tu demandes n'importe quoi à n'importe qui, et tout le monde te dit amen, mais quand c'est difficile, oui, c'est difficile. Il y a eu des périodes, et collectivement et individuellement, où ça a été difficile, parce que tu es forcément plus mis en lumière que dans d'autres clubs. Ça a été difficile pour moi, mais pour Payet, pour Thauvin, pour voilà, tout le monde s'acharne sur les réseaux, et c'est facile, tout le monde va sur les réseaux, tu parles, machin et tout, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Tu regardes Alors Twitter, honnêtement, j'avais Twitter à l'époque, et je l'ai coupé en février ou mars de la première année. Parce que quand tu mets... En fait, on a tous cette fâcheuse habitude de, quand ça gagne, tu vas, t'es content, quand ça perd, tu vas, t'es pas content sur les réseaux, donc tant qu'à faire, tu supprimes. J'avais Instagram quand même, parce que
c'était un réseau social où j'aimais aller pour aussi voir les amis, la famille. Mais Twitter, non, je l'ai vite mis de côté. Ouais. T'as parlé directement avec un mec comme Mohamed Eni? Non. Jamais. Non, jamais. Mais tu vois, j'en ai parlé aussi la dernière fois. Sur le coup, c'est pareil. Ça te pique. Tu te dis. Je pense que ça m'a quand même desservi ce qu'il a fait. Je pense que lui en a joué parce qu'il a vu que ça a marché sur l'équipe, mais sur moi aussi. Donc il a continué. Il a fait un peu son truc là-dessus. Parce qu'après, il restait presque que sur toi pendant un moment. Parce que ça marchait, ça faisait rire et voilà. Et honnêtement, bon. Quand c'est sur toi, forcément ça pique, mais même dans le vestiaire, on en rigolait des fois. On regardait ces chroniques, ces punchlines qu'il disait, on les reprenait nous dans le vestiaire parce que ça nous faisait rire. Il y en a qui t'ont charrié sur ça, toi? Non, dans le vestiaire, que ça soit sur Bounassar, sur Payet, sur Mandanda, sur tout le monde, on rigolait dans le vestiaire. Et à un moment donné, tu te dis merde, tout le temps sur moi, tu vois. Et je pense que l'opinion de beaucoup de supporters a été pas faussée, mais influencée par ça. Donc je pense que ça a joué un peu aussi sur la fin de mon aventure à Marseille. Et il y avait beaucoup de journalistes à Marseille qui se disaient, on comprend pas pourquoi, quand ça allait mal, tu étais un peu plus sifflé que d'autres, qui ont fait peut-être même moins bien que toi. Mais ils le comprenaient et on se comprenait, quoi, parce qu'il y avait les réseaux qui faisaient que ça influençait certains et tout. Bien qu'il y a des matchs où je passais à travers, je le reconnais. Oui, mais ça, c'est le foot. Voilà, c'est le foot et voilà. Mais et quand je te dis maintenant aussi à tête froide, honnêtement, c'est passé, je m'en fous, quoi. Tu n'en as pas voulu, tu lui en veux pas. Sur le moment, tu te dis pourquoi moi, voilà et tout. Mais aujourd'hui, je l'en veux pas. Il a été marrant sur certains trucs. Certaines fois, c'était assez lourd. Il a fait son truc comme ça, sa gloire comme ça, tant mieux pour lui, quoi. Honnêtement, si je le croise, je vais pas aller me battre avec lui. Certains m'ont dit pourquoi t'as pas envoyé une bande de potes aller lui parler, machin et tout, mais honnêtement, qu'est-ce que je vais tant que moi je suis tranquille à la maison avec mes amis, ma famille et que voilà, tout va bien, quoi. Eux peuvent mal vivre les choses, par contre. Je sais pas, je n'en aurais pas trop parlé. Je pense que ma femme ne regardait pas tant que ça. Mes enfants n'étaient pas nés, donc voilà. Mais après, c'était l'humour, mais un peu de la moquerie parfois. Mais je sais pas s'ils l'ont mal vécu, mais en tout cas, moi, ça m'est passé bien au-dessus depuis. Et voilà, quoi. Parce qu'on peut pas réduire ton passage à Marseille seulement à ça. Non, bien c'est pour sûr. ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, on fait. C'est ce qui est dur. Les réseaux sociaux sont tellement puissants et tellement forts aujourd'hui. Bien que certains font cette analyse trop rapide. Parce tu parles des 2 premières saisons où tu marques ma première saison, buts. je mets à Monaco, la saison d'avant, je mets 17 buts, toutes compétitions confondues. Je le redis, c'est pas exceptionnel, mais ça reste des stats convenables, c'est des belles stats quand même. Et la saison d'après, donc Marseille me débauche pour mes 17 buts. La saison d'après, je mets 18 buts, toutes compétitions confondues, donc mieux que ce que je fais. Mais sauf que je dois remplir un rôle de grand attaquant. Donc je mets 10 buts en championnat, je crois 9-10 buts en championnat, donc c'est pas pour un grand attaquant, c'est pas exceptionnel. Au final, on fait finale d'Europa League, on gagne pas. En Coupe de France, Coupe de la Ligue, on gagne pas. On fait, je crois, le record pour un 4e parce qu'on fait 73 ou 75 points qui, pour une année normale, tu finis 2e ou 3e, on finit que 4e, donc pas de Ligue des Champions à l'époque. Donc au final, tu passes d'une belle saison à une saison collectivement moyenne. Et quand collectivement c'est moyen, les premiers postes que tu vas regarder, c'est l'attaquant, voilà. Et donc forcément, même si tu fais une bonne saison, t'as quelques critiques. Et voilà, même mes 2 premières saisons à l'OM, si tu regardes les derniers attaquants qui sont passés à Marseille, il y en a qui ont fait mieux, mais il y en a qui ont fait pire aussi. Vous avez la finale de l'Europa League, à Lyon, contre l'Atlético. Oui. Quand on regarde le score final, c'est 3-0 pour l'Atlético. Quand on regarde le match, on se dit que ça se finit mal. Mal. On a quelques moments forts dans la partie. Bon, moi, j'ai une occasion d'entrée que je loupe. Il y a la blessure de Dimitri Payet au bout de 20 minutes, qui était en pleine forme, donc forcément c'est un gros coup dur. Et le premier but qu'on prend, c'est une mésentente entre Steve Mandanda et Franck Zambo Anguissa. Steve lui fait une passe appuyée, Zambo loupe son contrôle, il récupère le ballon, il marque. Et tu rentres à la mi-temps à 1-0 contre toi alors que tu fais une mi-temps correcte. Mais après, on savait que c'était les matchs contre l'Atlético, c'était comme ça. T'as l'impression que voilà, mais l'Atlético, c'est chirurgical. Chirurgical, voilà. Et ils savent enfoncer quand il faut, et ils font le dos rond. Et au final, ils ont gagné 3-0.
tu vis quand même une épopée européenne. Ah oui, magnifique, oui. Ce que vous vivez au Vélodrome, en oui, demi, des en ambiances, quart. ouais, bien sûr. Je me souviens des matchs du jeudi soir où c'est là quand on parlait de volcan tout à l'heure. Ouais. Ah oui, dans les quarts, les demi, ça se prend au jeu à partir des quarts, on va dire, parce que je sais pas pourquoi l'Europa League, les phases de poule, les 16e, les 8e, on les joue, mais il y a un peu moins de monde dans le stade. C'est pas la Ligue des Champions, mais à partir du moment où tu arrives un peu en quart, un peu dans les matchs, tu sais, en jeu où tu es Leipzig. proche, Leipzig, voilà. Et oui, l'ambiance exceptionnelle. Avec le but de Sakai. Sakai contre Quand il n'y a Leipzig. plus de gardien, Voilà. je me souviens. Salzbourg, c'est Rolando qui marque un but sur corner, une sorte de pied droit, là, voilà. Ça fait partie de tes plus belles émotions aussi, ça, ces qualifications, ces moments. Et t'as toute une ville qui est derrière toi, tu ressens des émotions complètement différentes. À Monaco, on a gagné le titre de champion, mais c'est moins populaire, c'est un chouïa moins suivi, donc forcément là les émotions à Marseille elles sont multipliées, quoi. Donc c'est des émotions. Et le stade il fait 65 000 personnes, le stade La tremble, Reco-Pelouse. la Reco-Pelouse, quand tu vois les joueurs de Leipzig arriver, Ils sont en panique un petit peu. Ouais, clairement. Non, à Marseille oui, mais après tous les joueurs le reconnaissent. Et à Marseille plus qu'ailleurs en France, tu vis des émotions que tu vis nulle part ailleurs. T'as kiffé ça? Oui. Ah non, mais j'étais fier de porter le maillot. J'ai porté le maillot 100... Je sais plus, mais 150 fois, si ce n'est plus. C'est pas donné à tout le monde d'avoir fait 4 ans à Marseille, d'avoir performé par moments, d'avoir été moins bon à d'autres. Mais j'ai toujours eu la confiance de mes coachs qui m'ont, même Villas-Boas, il m'a utilisé à ce poste-là parce qu'il savait que je pouvais être important et performant pour l'équipe. Ça s'est un peu moins bien passé à la fin, les 2-3 derniers mois avec Sampaoli qui était arrivé parce que lui, il voulait vraiment avoir un groupe réduit et les joueurs qui étaient en fin de contrat ou qui étaient un peu moins performants, il les avait mis légèrement de côté. C'est pas un vrai loft, c'est un peu... Non, c'est pas un vrai loft parce que j'étais quand même sur le banc et tout, mais... À l'entraînement. Sampaoli, c'était une vision du foot qui, en tout cas, moi, m'a plu. C'était le ballon qui courait, les joueurs devaient respecter les positions et vraiment sur de la possession. Mais la façon de faire, si tu veux, il nous arrivait le matin que les titulaires venaient à 9h et que les remplaçants, les 11 autres, venaient à 10h30. Donc en fait, les titulaires, pendant 1 heure et demie, ils faisaient de la tactique contre des jeunes de la CFA qui venaient que défendre. Donc, pas contre vous, pas contre les autres pros. Et toi, tu venais à 10h30 et les mêmes jeunes de la CFA faisaient donc les défenseurs contre nous qui avions le ballon, qui attaquaient, voilà. Donc en fait, les jeunes de la CFA, ils faisaient 3 heures, pendant 3 heures, ils étaient sur le terrain, ils défendaient, ils touchaient quasiment pas le ballon. Et pour la petite histoire, au départ, c'était les jeunes de la CFA. Ils ont commencé à en avoir marre. Ça a été les jeunes des 19, on commencé à en avoir marre. Et à la fin, on s'est retrouvés avec des plus jeunes, des 17, 18 ans. Ah, les jeunes, tu leur demandes 2-3 fois la semaine de venir pendant 3 heures. De faire 3 heures d'entraînement à faire que défendre. À chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils faisaient une passe et le coach, on redonne le ballon aux autres pour qu'ils rattaquent. Donc ils en avaient un peu marre. Oui. Et puis nous, même veille de match, de temps en temps, ils prenaient les 11 titulaires, ils faisaient faire de la tactique, des coups de pied arrêtés, et puis les remplaçants, les 11 autres, on était sur le côté, on faisait tennis-ballon et on participait même pas à la tactique, quoi. Ouais. Donc à la fin, belle vision du football, mais dans la façon de faire, notamment avec les joueurs qui étaient sur le banc, c'était compliqué, quoi. Le management n'était pas... Ouais. Parce que tu peux... Quand certains entraîneurs te disent moi j'ai pas de pitié, j'ai mon 11, mais là tu vas au moins sûr. Pour l'entraînement. Là c'est chaud quand même. Oui, non, mais tu te dis, c'est gros de dire tu viens pas t'entraîner. Et puis tu aurais pu faire ce que faisait la CFA ou les joueurs de CFA, tu viens t'entraîner avec eux. Il y a 2-3 blessés, toi tu fais ton tennis ballon et tu dois jouer, faut quand même que tu saches plus ou moins ce qui se fait, quoi. Tu peux pas, tu vois. Donc il vous parlait? Non. Et de temps en temps, même quand on faisait notre tactique, il venait, mais des fois il allait dans son bureau, c'était plus. Il faisait même pas avec vous il faisait, mais pas tout le temps. Il y a des moments où il était avec les adjoints, enfin dans son bureau, c'était plus ses adjoints qui géraient l'entraînement. Donc après, il était. Alors je sais pas si sur une saison complète il faisait ça, mais moi je l'ai eu sur 3 mois à la fin il était peut-être en mission et peut-être, je sais pas si ça s'est vérifié sur une saison complète, mais en tout cas ça a été mon expérience avec lui sur 2-3 mois de fin de saison. Après Montpellier où ça se passe pas bien, il y a le choix de partir loin, très loin. Certains se disent bon, je fais une petite expérience à l'étranger, je
Je vais aller en Espagne, en Angleterre, bon, en Turquie, allez, dans le Golfe. Il y a des jolis contrats. Mais il existe d'autres pays plus éloignés. Bon, Japon et Australie. D'un coup. Si tu veux, pour la petite histoire, donc c'est Faïd Ben Khalfala. Oui, qui a joué en Australie, c'est vrai. En Australie, donc qui est passé par Bordeaux, Angers aussi. Ouais. Angers, voilà. Qui a fini sa carrière en Australie, à Brisbane et à Melbourne. Et ça lui a tellement plu qu'il est resté habiter là-bas. Et à la fin de sa carrière, après quelques années, il est devenu agent. Il s'occupait de faire venir des joueurs de Ligue 1 ou des joueurs d'Europe dans le championnat australien, ou de faire partir des jeunes joueurs australiens en Europe. Et via un joueur ami qu'on a en commun, qui est Greg Sertic, avec qui j'ai joué à Marseille. Il m'a contacté au début de ma deuxième année à Montpellier. Il m'a demandé si j'étais chaud de venir en Australie, et j'avais gentiment décliné parce que j'avais envie de faire ma deuxième saison avec Montpellier. J'avais 32 ans à l'époque, donc c'était encore un tout petit peu tôt pour partir loin. Et au final, il m'a contacté pendant la saison, et j'étais d'accord avec le club avant la fin du championnat avec Montpellier. Je l'ai dit à personne parce que je voulais rester focus sur Montpellier. Et donc, on a pris la décision de partir en Australie, à Sydney, parce que j'étais dans une période où je voulais sortir un peu de la médiatisation du foot français, européen, et d'aller tenter une expérience dans un autre pays, dans un pays où l'on parle anglais, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est très important, et ça peut l'être dans mon futur aussi. Et donc j'ai ce choix de ce club en Australie. Ça nous a permis d'avoir quelques mois pour se documenter, regarder des reportages sur Sydney et ses alentours. Et au final, on s'est dit, allez, on tente l'expérience. Tu voulais sortir je rebondis sur la médiatisation. T'en avais marre. À un moment donné, quand t'es un peu moins performant, tu veux juste retrouver un plaisir simple de jouer au foot dans un niveau sûrement un peu moindre, parce qu'en Australie, le football est certes populaire, mais le niveau est moindre qu'en Ligue 1. Je savais aussi qu'après avoir fait 2 saisons à Montpellier en étant moins performant, j'allais pas avoir la Ligue 1 Espagne, la Liga, la Serie A, ou voilà. Donc je me suis dit, quitte à aller en deuxième division en Espagne, en Italie ou en Europe, tant qu'à faire, on va vivre une vraie expérience de foot et de vie en Australie, à l'autre bout du monde. Pour un football qui est beaucoup plus simple, qui est certes professionnel, mais avec des joueurs où tu le ressens comme si tu étais presque en amateur, tu sais. Ça équivaut à quoi comme niveau ? Je pense fin de Ligue 2, à mon avis. D'accord. Ouais. Je pense fin de Ligue 2. Il y avait beaucoup de monde dans les stades avant le Covid, et le Covid a un peu tué le foot en Australie, et du coup, tu as des affluences entre 5 et 7-8 000 spectateurs. Dans des grands stades. Dans des grands stades de 30-40 000. Donc des fois, ça sonne un peu. On a l'impression que c'est un peu vide. Mais non, je regrette en rien ce choix. C'est pas du tout un choix financier, parce que je gagnais 5-6 fois moins que ce que je gagnais à Montpellier. Ah oui. Mais on s'est dit que on voulait vraiment aller kiffer dans un autre pays. Et alors, voilà. tu dis ça ressemble au foot amateur un petit peu. Il y a des mises au vert. Oui, non, clairement. Comment ça se passe La particularité, c'est que le jour de match à domicile, il y a certains clubs européens qui le font, mais tu viens 1h30 avant le match. T'arrives au stade, rendez-vous au stade. Avec ta voiture. Comme nous en R2, Voilà, en exactement. R3. Je faisais mes 3 quarts d'heure de voiture pour aller au stade. C'est immense comme pays. Ouais, Sydney, c'est immense. Et du coup, t'arrives 1h30 avant le. T'as rendez-vous au stade. On a rendez-vous au stade. Voilà, exactement. Tu connais pas encore la compo, tu la découvres en arrivant. Ouais, exactement. Enfin, t'as une idée quand même. Ouais, t'as une idée, voilà, mais tu la découvres 1h30, 2 heures avant le match. Et la semaine, c'est beaucoup de. Il y en a énormément, c'est un pays de golf, donc il y en a énormément qui jouent au golf toute la semaine, ils pensent presque plus au golf qu'au foot, donc c'est vraiment... Ils sont pros quand même, ils travaillent pas à côté. Il y a certains jeunes qui travaillaient à côté, parce que c'est pas des gros salaires. Bon, moi j'étais le plus gros salaire du club, donc voilà, mais c'était certains jeunes qui faisaient des entraînements de foot à côté en tant que coach, des jeunes joueurs, ou voilà. Mais non, c'est
c'était beaucoup plus simple. Les joueurs, il y a moins d'argent, donc c'est des plaisirs plus simples. Et quand tu te déplaces en avion et tout, tu prends, t'as plus d'avion privé comme tu le fais avec les clubs de Ligue 1. C'est avion de ligne avec tout le monde. Enfin, au final, personne presque te calcule parce que le foot, certes, est suivi, mais c'est pas le sport le plus suivi en Australie. Donc, tu reviens dans un truc où personne te calcule trop. À part les Français, où il y a beaucoup de Français en Australie, à Sydney, et à chaque fois que j'allais à l'extérieur dans les stades, il y avait 5-10 Français qui venaient regarder le match parce que j'y étais. C'est sympa, ça. Non, bien sûr, c'était de très sympa. retrouver ce truc-là. Bien sûr. Justement, une anecdote, on part à Brisbane et on gagne le match à Brisbane et on va à une sorte de boîte de nuit après le match. Je sais pas ce qui arrive, dans le bar, il y a 50% de Français sur 300-400 personnes, tu sais. Et toutes les 5 minutes, même pas, toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient me voir en me demandant une photo, tu sais. Et mes coéquipiers, ils savaient que j'avais joué en Europe, que j'avais fait une carrière en Europe, mais ils ont été choqués en se disant, mais c'est qui ce mec, en fait, tu sais. Pas possible, tu sais. L'Olympique de Marseille. Ouais, mais en fait, quand tu passes par Marseille, vraiment, tu le ressens, hein, c'est là que médiatiquement, tu exploses. Donc, mais c'était marrant, mais ça reste une belle expérience. Et, humainement, l'une de mes meilleures, de mes meilleurs souvenirs de carrière. T'as pris combien de rouges dans ta carrière? Un avec Montpellier. J'ai voulu récupérer le ballon et malheureusement j'ai marché c'était Adam Mounas qui était en face et je voulais marcher sur la cheville et aujourd'hui voilà c'est carton rouge. Et un autre en Australie en demi-finale de coupe. Je me rappelle les gifs. En demi-finale, je prends un deuxième jaune. Et putain, ça va je suis encore frustré de ce truc. C'est la première fois que je te vois. Je me rappelle avoir vu l'image, j'ai pas vu le match en direct. Alors je sais pas si tu parles du même. Moi c'est un tacle. Hein. Ouais, c'est un tacle. Alors enfin. Le premier jaune que je te vois énervé après et tout. Le premier jaune que je prends sur ce match parce que je parle à l'arbitre. Voilà, pour protestation, il y avait une main sur la surface et voilà, je prends un jaune logique. Et le deuxième jaune, c'est à la 94e minute, demi-finale, on est en train de gagner. Et il y a un ballon et je tacle pour perdre un peu de temps, mais honnêtement, je touche pas le joueur. Le joueur tombe et comme c'est un petit stade, le public, tout le monde crie et l'arbitre se fait un peu influencer, il me met le deuxième jaune. Carton rouge, donc synonyme de je loupe la finale. Et pendant 3 semaines avant la finale, je fais en sorte d'essayer de m'expliquer. J'appelle le mec en face. Et même lui, après, à la fin du match, il me dit non, tu m'as pas touché. En fait, je tire le ballon. Je suis un peu déséquilibré. Je tombe, mais tu me touches pas. Et la Ligue australienne me dit, nous dit, donc en gros, si vous le touchez pas, ça veut dire que lui a fait une simulation. Donc, si lui fait une simulation, il faut que lui prenne 2 ou 3 matchs de suspension. Sachant que lui était en fin de contrat, il était en 2e division australienne. Lui était en fin de contrat. Et pour lui, pour retrouver un nouveau contrat dans un championnat amateur, parce que c'est amateur, la 2e division, de venir avec 2 matchs de suspension, donc le mec, il m'a dit je suis désolé, mais je peux pas me permettre de le faire. Et donc, il voulait pas retirer le carton jaune. Et donc je loupe la finale. Bon, on gagne la coupe. Donc je suis quand même. Ils sont sévères pour une simulation quand même. Bah ouais. Et surtout que c'était. Tu sais, là-bas, c'était demi-finale de coupe dans un petit stade. T'avais pas toutes les caméras, tous les angles, tous les machins. Et ils voulaient pas revenir sur la décision. Il y a la VAR en Australie? Il y a la VAR, oui. Dans le championnat australien, là, c'était la coupe, il n'y avait pas la VAR. Voilà. Après l'Australie, tu te rapproches un petit peu, mais tu es toujours très loin. Donc je finis même pas ma 2e saison en Australie. Si tu veux, je dis à Faïd Ben Khalfala, je lui dis, à la fin de ma 2e saison en Australie, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire 4-5 mois en Asie pour vivre une expérience, se rapprocher. Avant de rentrer, on se rapproche. C'est la petite escale. Voilà, petite escale de quelques mois, mais une petite escale. Et donc il contacte un club japonais et ce club japonais lui dit on veut pas attendre juillet, on le veut maintenant janvier-février. Et là dans un premier temps je dis non parce que je me voyais vraiment pas partir on se sentait bien à Sydney dans la vie de tous les jours et dans ce club et j'avais envie de finir d'aller au bout de certains objectifs de la saison en cours. Et je voulais pas je voulais pas faire ça au club. Il m'avait donné le brassard depuis 1 an et demi. Je me sentais vraiment bien. Il m'avait donné beaucoup de responsabilités. Et j'ai un match de suspension pour carton jaune. Et il reste 6 matchs de championnat. On a la lutte pour être dans les playoffs, parce qu'il y a un système de playoffs là-bas.
Et au final, après ce match de suspension, là, je me dis, il me reste 6 matchs. Est-ce que pour 6 matchs, je peux passer à côté d'une aventure au Japon sur une saison complète? Je suis même pas sûr qu'en mois de juillet, j'aurai la même opportunité. Et au final, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais peut-être l'avoir qu'une fois. Je pense un peu égoïstement, l'une des premières fois dans ma carrière. Et je pars, pas à contre-cœur, mais triste un peu de quitter mon club. Mais le Japon, c'est l'un, si ce n'est le meilleur championnat asiatique au niveau du foot. Là, c'est un vrai pays de foot. Ah, tu retournes dans Enfin, un il y a pays du où- vrai foot. Ah oui, oui, C'est je pas pense le que là, par premier contre, sport. Il y a le baseball. Voilà, mais le niveau du foot, c'est, je pense, pas le top de la Ligue 1, mais milieu Ligue 1 facile. Ouais. Tu retournes dans des stades où il y a 30-40 000 supporters à tous les stades. Vraie ferveur. Vraie ferveur. Ça redevient vraiment un truc vraiment professionnel avec un staff à 20-30 personnes. Et je me dis, revivre une dernière expérience comme ça avant de sûrement arrêter, je peux pas me permettre d'attendre quelques mois et de rien avoir en juillet. Donc, je le demande à mon club et gentiment, pour, on va dire, service rendu pour tout ce que j'ai fait, ils me disent, c'est bon, on te libère, va kiffer. Et on a tous été tristes de se quitter maintenant parce que je voulais vraiment finir la saison en cours. J'ai quand même gagné cette coupe avec mon club. Donc, au moins, j'aurais mon nom dans l'histoire du club. Mais du coup, on décide de partir au Japon, à Hiroshima. Et là, culturellement, tu passes... T'as tout vécu. T'as vécu la France. Ah oui. La France, l'Australie, et là, la Japon. plage, les barbecues, la bière, le café. On est et beaucoup là, plus strict. tu vas au Japon où c'est... Oui, c'est strict, mais... Alors, c'est pas strict, c'est pas militairement strict, machin et tout, mais c'est strict, tout est respectueux dans... Le respect, voilà. Le Ça respect. fait du bien. Ouais, oui, ça fait du bien. C'est con, mais au passage piéton, le feu est rouge, c'est rouge. Et même si c'est une ruelle où il n'y a pas de voiture, ou même si c'est 2h du matin, il n'y a pas de voiture, le japonais, il attend, quoi. Il n'y a que les Français qui traversent parce qu'ils sont impatients. Il n'y a que les Français qui traversent. Et à la fin, je traversais plus. J'attendais aussi que le bonhomme passe au vert. Et quand tu prends le train, tout le monde fait la queue tranquillement. Si tu arrives et qu'il y a une queue de 100 mètres, tu fais la queue au bout de 100 mètres. Et quand je reviens là en décembre, on fait l'escale en Allemagne ou je sais plus quoi. Il y avait une queue énorme, mais au final, ça a pris 5 minutes. Qui sait qu'il y a quelques-uns qui ont voulu gruger, c'est les Français, malheureusement. Ils ont voulu gruger, machin tout. Je me suis dit, welcome back en France, ça y est, en Europe, du coup. Et non, mais c'est beaucoup... Voilà, c'est le savoir vivre ensemble. Il n'y a pas beaucoup de bruit dans la rue, même s'il y a énormément de monde. Dans les transports en commun, c'est très mal vu de téléphoner ou d'écouter la musique si tu n'as pas d'écouteurs ou d'AirPods, parce que ça peut déranger les gens. Ils apprennent ça depuis. C'est en eux parce qu'ils apprennent ça depuis qu'ils sont tout petits. Et quand on regarde ton parcours, elle est magnifique ta carrière. Tu vois. Il y a des titres, Ouais. Il y a des grandes équipes, il y a des grands clubs, il y a des grands matchs, il y a des grandes rencontres, Ouais. j'imagine. Quel regard, toi, tu portes individuellement sur ce que tu as fait quand tu regardes dans le rétro? Ouais, de la fierté, parce que comme tu dis, il y a eu des grands clubs, des clubs historiques, des clubs populaires, des titres. J'ai eu la chance d'avoir été coaché par de grands noms, d'avoir joué avec de grands joueurs. Et d'avoir vécu 2 expériences de vie, 2 expériences culturelles avec la famille, les enfants, ce qui est aussi hyper important pour leur ouverture d'esprit. Mais non, oui, je pense avoir eu la chance, le mérite, sûrement aussi, le sérieux aussi, d'avoir patienté, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à 20-21 ans pour sortir en professionnel. Mais je me considère comme un joueur normal, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait ils ont des carrières en équipe de France, mais de Julie, je sais pas moi, il y a Gaël Givet, Schilacci, qui sont aussi des légendes du club à Monaco. Et je sais pas, peut-être je me considère pas, en tout cas à Monaco. Et pourtant, j'ai eu des titres, j'ai eu une très belle carrière à Monaco. Mais pour moi, ce sont des joueurs que j'ai regardés quand j'étais petit. Et je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais pour moi, c'est des joueurs que tu regardes à la télé, c'est des joueurs qui te permettaient de rêver. Et donc, je me considère pas au niveau de certains, mais je pense que ma carrière fait que je peux me considérer, alors peut-être pas Ludo, parce qu'il a fait le Barça, il a fait l'équipe de France, machin et tout, mais oui, non, j'ai une très belle carrière. Sur cette carrière-là, sur ces joueurs-là, qui t'a le plus marqué en joueur? Je vais dire Hatem Ben Arfa, parce qu'il a été...
décrié, sûrement à juste titre ou pas, dans certains médias, dans sa carrière. Certains à chaque fois disent il aurait pu faire mieux, il aurait dû faire mieux. C'était le talent de Messi, le patati, le patata. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître sur une saison où il flambe du premier au dernier jour, où dans le vestiaire, ils se font avec tous les joueurs de l'effectif. Et à ce moment-là, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés avec Mathieu Bonnemer. Mais il se fait chambrer, il chambre tous les jeunes joueurs qui sont dans l'effectif. Et ça a été un pur bonheur d'évoluer avec lui, dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. Parce que ce qu'il a fait sur le terrain, quand tu tapes Ben Arfa Highlight Nice, tu regardes avec les yeux grands comme ça, parce qu'il nous a fait rêver pendant toute cette saison-là. T'insistes sur la personnalité, sur hors du terrain, alors que d'habitude, tous insistent sur le jeu, il aurait dû avoir la carrière, comme tu peux dire. Mais c'est bien de parler aussi de l'homme avec qui ça s'est super bien passé, alors que certains disaient que ça pouvait mal se passer. Ouais, non, alors, peut-être que je suis tombé sur l'année exceptionnelle, j'en sais rien, mais on faisait des dîners d'équipe, des sorties en boîte de nuit avec l'équipe, il était toujours présent, avec le sourire. Non, j'en garde un souvenir ultra positif de cette année-là en commun. Et après, quand certains disent qu'il aurait pu faire la carrière, il aurait dû faire... Je ne suis pas forcément d'accord, il avait des qualités, mais peut-être que cette carrière lui a correspondu, peut-être que il a été si fort parce que à côté il faisait un peu ce qu'il voulait, il était comme il est. Peut-être que s'il avait eu le sérieux, la vie de tous les jours de Cristiano, par exemple, ça lui aurait pas plu, ça lui aurait pas correspondu, il n'aurait pas été aussi talentueux, aussi libre sur le terrain. Donc, je pense qu'il a, oui, en termes de, si on parle de talent pur, avec peut-être un autre état d'esprit, un autre, voilà, il aurait peut-être pu faire mieux, mais j'estime qu'il a fait une carrière exceptionnelle. Quoi qu'il arrive, il aura marqué le foot français. Il a joué en équipe de France, il a brillé en Angleterre. Et quand tu regardes les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs dribbleurs du monde, il restera toujours, il restera toujours une empreinte. Tu as parlé des entraîneurs que tu as croisés. Lequel t'a le plus marqué ? C'est pareil, c'est compliqué. J'ai toujours eu un très bon rapport avec Claudio Ranieri, qui n'a pas hésité à venir en Ligue 2 à Monaco. J'imagine que contractuellement, il était pas mal, mais bon, il a eu quand même le courage de venir à Monaco, certes, qui était un grand club, mais en Ligue 2, il nous a fait remonter. Il a fait une première saison exceptionnelle, en finissant deuxième du championnat. Ensuite, le club l'a mis de côté pour diverses raisons. Mais j'ai toujours eu une bonne relation. Il m'a mis, c'est sûrement grâce à lui que j'ai été la première fois capitaine, vice-capitaine. Donc ça a continué ensuite dans mon aventure à Monaco. Et c'était quelqu'un qui avait la classe. Quand il arrive quelque part, tu le vois toujours bien habillé. Quand il parle, on l'écoute. Donc je dirais Claudio Ranieri et sûrement Claude Puel, avec qui, pareil, Claude Puel, certains critiquent sa façon. J'ai vu beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué me dire « Ah, Puel, ça a été un enfer d'être avec lui et tout ». Et alors, je sais pas si, pareil, je suis tombé sur la bonne année ou si mon caractère faisait que j'ai toujours une bonne relation avec lui, mais on a joué un football exceptionnel et c'est lui qui a été au départ de ce jeu, de l'envie de jouer au foot. Et il nous poussait, il était rigoureux, il était dur parfois, mais ça a toujours été dans le bien de l'équipe et dans notre bien à nous. Quel transfert s'est jamais fait ? Et pourtant, il n'était pas loin de se faire. J'ai failli revenir à Monaco quand Monaco, je ne sais pas si tu te rappelles, Monaco était le dernier de Ligue 1, je crois, ou avant-dernier. L'année où je crois que c'est Thierry Henry qui prend Jardim, Thierry Henry... Et Jardim qui revient, je crois. Et après Jardim qui revient, il fait un mois Thierry Henry avec Badiachil, il y a Kefren Turam, il fait sortir les jeunes, la Champions contre l'Atlético. Ouais, Monaco a une saison en Ligue 1 très compliquée. Et à Marseille, donc on vit une saison collectivement un peu compliquée aussi. Et Marseille veut faire venir un attaquant, donc Balotelli. Et Rudy Garcia me dit j'ai pas envie que ce soit toi qui parte en attaquant. Et il y avait Mitroglou et il y avait Clinton Ng. Et il me dit j'aimerais bien faire partir l'un des deux, mais en gros si l'un des deux ne part pas, peut-être qu'il faudra que tu partes pour laisser la place à Balotelli. Mais il me dit en gros reste parce que tu vas peut-être même être associé avec Mario devant.
Et dans le même temps, il y a Jardim qui revient à Monaco à la fin du mercato de janvier, je crois. Et Jardim, en fait, et Vadim Vassiliev me rappellent le 28 ou 29 janvier en disant voilà, on est dans une situation très difficile. Est-ce que tu voudrais revenir pour nous aider? Et voilà, et moi, je voyais Monaco dans cette situation-là. À Marseille, je savais que Mario arrivait, que j'allais peut-être être associé, mais peut-être que lui allait jouer seul devant, et voilà. Et je me dis oui, moi, avec grand plaisir, je reviens aider le club. J'ai toujours cette attache avec le club et ça me ferait plaisir de revenir. Et au départ, Monaco ne veut qu'un prêt, un prêt sec. Et moi, je dis non, si je reviens, je me réinstalle avec la durée. Je ne vais pas refaire bouger ma femme qui continuait sa fac, ses études à Marseille. Je ne vais pas rebouger, machin et tout. Si je reviens définitivement. Et Monaco dit ok, pourquoi pas. Et en fait, ils appellent donc Hérault, qui était président de l'OM, et ils demandent 15 millions d'euros. Alors que j'avais été transféré 1 an et demi avant pour 8 millions d'euros. Donc Monaco dit, il ne pouvait pas sortir ce montant à ce moment-là sur le dernier jour du mercato ou l'avant-dernier jour du mercato. Et au final, ça se finit comme ça. Voilà, Monaco n'accepte pas, ne veut pas. Et donc, du coup, je reste à Marseille. Et au final, je suis associé sur les 4-5 derniers mois avec Mario et ça se passe même individuellement plutôt bien. Ce que j'allais dire, pas mal. Ouais. Il remplace un peu Gomis dans l'association. Et au final, là aussi, c'est un personnage. Tu arrives avec un vrai. Mais pareil, je ne sais pas si je tombe que sur des bonnes expériences, mais un très bon souvenir. Soit tu fais exploser des jeunes qui vont faire des grandes carrières. Mais lui, vraiment. Soit tu transformes des mecs. Bon souvenir. Alors, mais pareil, on sentait qu'il avait un peu de folie, mais très bon personnage aussi, vraiment un bon souvenir. Fort. Un super joueur de foot aussi, puissant. Il mettait des frappes, le ballon il partait à l'entraînement, tu dis wow. Et puis, non, il a tiré aussi beaucoup de regards des défenseurs adverses. Donc moi, quand j'étais associé avec lui, comme moi qui tournais un peu autour des attaquants, c'était plus facile aussi. Mais un très bon souvenir de Mario, et en plus il a été performant à l'OM. Ça aurait été bien qu'il reste un peu plus, mais je ne sais plus pourquoi il n'était pas resté d'ailleurs. Mais non, il a performé à l'OM, c'était un plaisir d'évoluer avec lui. Merci beaucoup Valère. Merci à toi. Et je suis content parce que c'est aussi pour ça qu'on fait Campo, pour que les gens connaissent les hommes en plus des joueurs. Je retiens plusieurs choses. La passion du foot, déjà. Importante. Déjà, ouais, mais bon... Qui est encore, elle était depuis petit, mais elle est encore... Donc c'est pour ça que j'ai envie de rester aussi dans ce milieu, parce que même si tu n'es pas sur le terrain, tu peux faire accompagner, faire d'autres choses pour ce sport qui reste avant tout une passion. Je garde aussi la carrière quand même. Merci quand même. Mais des fois, tu sais, et c'est le dernier point, je me dis, est-ce que tu n'as pas été... pas sous-coté ou sous-estimé, mais regarder un petit peu, pas à ta juste valeur, sur certains moments clés dans ta saison. Tu vois, tu disais peut-être que tu as été trop gentil, peut-être qu'à un moment, tu aurais peut-être dû te mettre un peu en avant. Peut-être que ça vient de moi aussi, peut-être que ça m'allait bien aussi, d'être un peu moins en avant aussi. Peut-être. Je sais pas, voilà. Mais en tout cas, au moins, les gens vont te connaître vraiment, vont connaître l'homme, mais je trouve ça intéressant, important, et de se dire, voilà, c'était les points que j'avais vus. Je savais, on s'est côtoyé, croisé pas mal et tout, mais je trouve ça bien que les gens voient. Donc merci pour ton temps, merci d'avoir échangé, et puis à bientôt autour des terrains. Oui, on se verra. Ou des pistes. Ou des pistes, toutes des pistes de paddle. Merci beaucoup Valère. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Campo. N'oubliez pas, abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux pour découvrir des joueurs, mais aussi et surtout des hommes qui partagent leurs émotions et leur passion du foot. C'est pour ça qu'on kiffe. À bientôt. Ciao.